Bonsoir, l'histoire. Cette fois-ci, je vous emmène la deuxième capsule. On va parler cette fois-là, la première capsule, on avait parlé de Pierre-Joseph Olivier Chauveau, donc là, le premier ministre du Québec. Cette fois-ci, puisque je n'avais pas trouvé d'autres recherches connexes, j'ai jugé qu'on pouvait passer tout de suite au deuxième premier ministre, c'est-à-dire Gédéon Ouimet. C'est le personnage du jour. J'ai noté 4 pages de choses. Je vous les envoie comme ça en rafale. Premièrement, j'ai noté quelques points sur sa personnalité. J'ai ensuite fait une chronologie de sa vie. Je vais parler aussi de la période où il sera premier ministre. Donc là, la suite de ce qu'on aura vu un peu avec M. Chauveau, mais là, cette fois ici, avec M. Ouimet. Et ensuite, j'ai accroché aussi sur quelques thèmes pour la suite des choses, qui inclut évidemment Gédéon Ouimet. Premièrement, qui est-il? J'ai noté ici, il se révèle un député de l'arrière-ban, soucieux de ses commettants, travailleur, loyal envers ses chefs et capable, en des moments difficiles, de pertinentes interventions. Ensuite, j'ai noté aussi qu'il était pour l'acte d'union. Donc, il appuyait La Fontaine et Robert Baldwin donc, dans leur alliance. Et ensuite, il va militer au Parti libéral conservateur. Je suppose que ça veut dire qu'il va devenir conservateur, donc là, du Parti conservateur du Québec. Ceci dit, ça c'est la même chose. Et aussi, j'ai pris le temps de noter, puisque là, je ne sais pas trop où le placer, que Joseph-Adolphe Chapleau, personnage qu'on n'a pas encore entendu parler, mais qui va évidemment sortir beaucoup, surtout avec notre troisième premier ministre. J'ai d'ailleurs tout noté pour faire la troisième question, je suis déjà dedans. Joseph-Adolphe Chapleau fait son stage au cabinet d'avocat de Ouimet. Donc là, il y a plusieurs personnes qui vont passer à son cabinet. Et évidemment, il va se faire remarquer, le fameux Chapleau. Donc, on tombe dans la chronologie. Première chose que j'ai notée, en 1852 à 1854, Gédéon Ouimet est le maire de Saint-Michel de Vaudreuil. Donc là, c'est pas clair, mais on dirait qu'à cette époque-là, c'était pas défini comme maintenant. Ceci dit, en tout cas, il a été maire pendant 2 ans. C'était relativement important quand même. Ensuite, en 1858, aux élections où... ah oui, aux élections de 1858, là, ici, Ouimet, donc là, Gédéon Ouimet, est appuyé par le clergé. Le clergé est contre son adversaire, donc là, Charles Daou, qui a appuyé un plaidoyer en faveur des écoles neutres. Donc là, puisqu'il était, évidemment, ça a fâché le clergé, donc là, ils se sont mis à appuyer le candidat inverse, c'est-à-dire Gédéon Ouimet. Donc là, c'est bon, il a réussi à gagner ses élections pour ça. Ensuite, quand il y a eu la Confédération, donc là, en 1867, Gédéon Ouimet va être nommé le procureur général. C'est un poste où il doit intervenir un peu partout. Donc là, on va en entendre parler partout de ce fameux Ouimet pour plein de raisons. Je parle un peu de l'élection, mais dans ce cas-ci, on note comment la situation après les élections de 1871, donc là, celle où est-ce que Chauveau a gagné la dernière fois. On parle ici que la Chambre est expérimentée et plus combative. Donc là, c'est la deuxième fois qu'il y a des élections. Les gens sont plus habitués, les candidats ils sont plus habitués, ils sont plus évidemment expérimentés. La majorité conservatrice est divisée. Ici, j'ai noté ici que les Montréalais et les programmistes, ceux qui se trouvent derrière François-Xavier Anselme Trudel, je pense que c'est un ultramontain, espèrent avoir plus de place au cabinet des ministres. Ici, juste avant les élections, donc là on va bientôt arriver comme dans la période où il tombe premier ministre, il y a évidemment la question universitaire et la question des registres d'état civil qui opposent Monseigneur Bourget et les jésuites aux sulpiciens et à plusieurs évêques. Ces deux questions-là divisent le cabinet.
Donc là, Ouimet prend en apparence pour Monseigneur Bourget, mais manœuvre pour ne pas s'aliéner ses adversaires. Donc là, il fait le politicien un peu, mais il donne l'image d'être plus du côté de Monseigneur Bourget, de Ignace Bourget. Quand Chauveau quitte, les Montréalais suggèrent un personnage qui s'appelle Charles-Joseph Coursol. Mais les députés du Parti conservateur préfèrent Gédéon Ouimet, qui représente la vieille garde conservatrice. Donc, Gédéon Ouimet est nommé premier ministre le 27 février 1873. Évidemment, il y a plusieurs postes qu'il va occuper en même temps. Il va être premier ministre, il va être registraire, secrétaire et le ministre de l'Instruction publique. Il prenait le temps de noter tous les gens qui étaient dans son cabinet. Joseph Gibbs Robertson, donc là, au Trésor. Un certain Louis Archambault à l'agriculture et aux travaux publics. Georges Irvine, un procureur général. Et Pierre-Étienne Fortin, donc là, le député de Gaspésie, commissaire des terres de la Couronne. Ils ont nommé John Jones Ross, conseiller législatif. C'est un farouche opposant des ultramontains. Bon. Joseph-Adolphe Chapelot comme solliciteur. Gédéon Ouimet aurait aimé inclure Trudel, donc là, lui a un nom, un peu. François-Xavier Anselme Trudel, un leader ultramontain, mais il aurait dû évincer Chapelot, donc là, il a préféré la jeunesse plutôt qu'un ultramontain. De toute façon, dans son parti, Langevin, qui est un des stratèges du parti, et aussi le journal La Minerve n'était pas d'accord avec le choix de Trudel. Ensuite, ici, on prend le temps de noter que ce cabinet, donc là, le nouveau cabinet que Gédéon Ouimet vient de nommer, consacre aussi la rupture entre les ultramontains et les bleus directement. Donc là, on voit vraiment une différence. T'sais. Ensuite, la situation en 1873, une grosse rentrée d'argent. C'est compliqué, là, pourquoi il l'a expliqué, mais moi j'ai écrit simplement qu'il y avait beaucoup d'argent qui sont rentrés, puis ça leur a permis de faire beaucoup d'investissements dans la province. Donc là, le 13 janvier 1874, une nouvelle politique ferroviaire. Donc là, c'est le temps de faire des trains, c'est le temps d'aller connecter Montréal, Québec, donc. Et juste un petit peu après, le 16 juillet 1874, on tombe dans le scandale des tanneries. Qu'est-ce que le scandale des tanneries? Première chose, le 1er juillet 1874, c'est le jour de l'échange. L'échange de terrain entre un gouvernement et un spéculateur qui s'appelle Rollo Middlemist. Dans le journal du Montreal Herald, donc là, le 16 juillet 1874, je le lis au complet. Donc là, le terrain des tanneries du gouvernement voudrait... Le terrain des tanneries du gouvernement vaudrait beaucoup plus que la ferme Leduc. La transaction serait faite par l'intermédiaire d'Arthur Dansereau, donc là un journaliste, et grand ami de Joseph-Adolphe Chapelot, donc là un membre du comité. Et le journal parle d'un dépôt de 65 000 au nom de Dansereau. Évidemment, il y a des soupçons de pot de vin. Bon. 5 jours suivants, Henri-Gustave Joly, donc là, le leader de l'opposition, c'est-à-dire le boss du Parti libéral du Québec, convoque une assemblée devant l'église des tanneries, donc là, évidemment, dans le secteur là-bas, avec Félix-Gabriel Marchand, Laurent-Olivier David et François Langevin, donc là, des libéraux, et ils vont confronter, c'est-à-dire Chapelot, donc là, Joseph-Adolphe Chapelot et un certain Octave Beaubien. Le 30 juillet, 9 jours suivants, un premier ministre décide de quitter le gouvernement, George Irvine. Le 5 août, cette fois-là, c'est John Jones Ross qui démissionne aussi. Ross, qui se dit ultramontain, critique que le gouvernement Ouimet se soit trop éloigné du clergé. Il n'est pas d'accord. Ceci dit, le 7 septembre, Robertson, donc là, le trésorier, lui aussi prend la démission. Et puisqu'il démissionne, Gédéon Ouimet, le lendemain, donne sa démission. Puis là, c'est la fin.
Bon, ils vont créer un comité d'enquête, puis éventuellement, ils vont prouver qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien d'illégal dans tout ça. Tu sais. Mais évidemment, ça a fait la grosse histoire, puis sur le coup, ben, ça a fait que le gouvernement est tombé. Je ramène de l'autre côté. Donc là, juste après d'être premier ministre, le clergé et les électeurs ont toujours une confiance en Gédéon Ouimet pour, bon, évidemment, pour le renommer, pour le renommer député, puis aller quand même aux élections, être élu. Tu sais. Le 25 décembre 1875, Charles-Eugène Boucher de Boucherville passe une loi pour instaurer un surintendant. 3 jours plus tard, le 28 janvier 1876, Gédéon Ouimet est nommé surintendant. Donc là, évidemment, ils ont organisé une affaire, ils sont arrangés pour que le gars y aille ensuite. J'ai noté ici, dans les thématiques qui incluent Gédéon Ouimet, ici, quand on parle de Gédéon Ouimet, lui, il va nous nommer qui, on ne savait pas, parce que dans la première capsule, qui est-ce qui avait... On avait parlé des stratèges du Parti conservateur, mais on n'avait pas nécessairement dit qui avait mis en place Chauveau. Cette fois-ci, lui, ici, dans son histoire, ils disent que Georges-Étienne Cartier et Hector-Louis Langevin, des stratèges conservateurs qui ont poussé Pierre-Joseph Olivier Chauveau plutôt que Joseph-Édouard Cauchon. Fait que là, ici, il mentionne directement. Genre, mais bonne, c'est là. Fait que là, c'est important de voir que ces deux personnes-là ont une opinion importante, puis ils ont tendance à influencer les gens dans le parti. T'sais. Donc là, j'ai noté ça. Et j'ai noté aussi des points de vue à caractère religieux. Donc là, en 1880, il y a eu l'abolition d'une loi sur l'instruction. Et à la même époque, il y a une guérilla ultramontaine. La presse ultramontaine, tout particulièrement en 1881 et en 1883, ne cesse de s'en prendre à l'orthodoxie de certains fonctionnaires du département de l'instruction publique qui chercheraient donc à dépouiller les parents et les curés de leurs responsabilités. Ces campagnes de presse agacent, mais ils n'ont pas d'impact sur les législations de 1980 et 1987. Parfait. De 1876 à 1888, ce conflit tourne autour de deux questions. L'emploi de religieux et de religieuses en lieu et place de laïcs, donc on parle probablement de l'éducation, et la mise en place des cadres institutionnels qui réduiraient évêques et curés au rôle d'auxiliaires de l'État. Donc là, c'est-tu des auxiliaires ou si c'est eux qui décident, t'sais? Pas mal tout ce que je voulais dire sur Gédéon Ouimet pour aujourd'hui. Et j'ai pratiquement déjà tout noté sur le troisième que je pensais faire, c'est-à-dire Charles-Eugène Boucher de Boucherville, le prochain premier ministre. On se revoit là. À plus!